Août 2024. Le principal indice japonais perd près de 12% en une seule séance. Dans le même temps, le yen s'apprécie brutalement. Et ce mouvement ne reste pas cantonné au Japon, puisqu'en quelques jours, la volatilité s'étend sur les marchés américains émergents et sur des actifs qui ont en théorie rien à voir avec le Japon. Pris isolément, ces événements n'ont rien d'exceptionnel. Un indice peut se corriger, une devise peut se renforcer, et une banque centrale peut ajuster sa politique monétaire. Mais il n'y a aucune raison évidente pour que les marchés réagissent partout en même temps et avec une telle violence. À moins qu'il n'y ait quelque chose que l'on ne voit pas directement. Un lien technique, invisible en période de calme, mais déterminant lorsqu'il se tend. Ce lien repose sur une pratique très courante en finance, le carry trade. Le principe est simple. On emprunte de l'argent dans une devise où les taux sont très bas, par exemple le yen japonais, puis on convertit cet argent dans une autre devise, comme le dollar. On les investit ensuite sur des actifs qui rapportent davantage, en général des obligations d'État. Et donc d'un côté vous avez un emprunt proche de 0, voire négatif, et de l'autre vous avez des actifs qui vous rapportent entre 4 et 5% de rendement par an. Pris isolément, le raisonnement est parfaitement cohérent. On exploite seulement un écart de taux. Mais dans ce raisonnement, il y a un élément central qui peut poser problème. Puisqu'à la fin de l'emprunt, vous devrez reconvertir vos dollars en yens pour rembourser. Et pendant longtemps, le yen ne s'est pas renforcé, il s'est même affaibli. Concrètement, cela signifie qu'au moment de sortir, il vous fallait moins de dollars pour avoir la même quantité de yens. Le rendement ne venait donc pas seulement des taux d'intérêt, mais il venait aussi du mouvement de la devise. Cette stratégie fonctionne tant que la devise empruntée ne se renforce pas. C'est une hypothèse raisonnable en période de calme. Mais maintenant, imaginons ce scénario. Au moment de rembourser l'emprunt, la reconversion entre le dollar et le yen ne permet plus de récupérer autant de yens qu'au départ. La position devient donc perdante. Et lorsque les investisseurs constatent que le yen commence à se renforcer, et que pour un dollar converti, il devient possible d'obtenir de moins en moins de yens, eh bien ici, un risque apparaît. Et face à ce risque, le réflexe est simple. Sortir de sa position avant qu'il ne soit trop tard. Concrètement, ils vendent les actifs achetés en dollars et ils convertissent ces dollars en yens pour rembourser leurs emprunts. Et donc pris individuellement, ce comportement ne pose aucun problème. Un mouvement isolé ne fera pas bouger le cours. Le risque apparaît lorsque tout le monde cherche à sortir en même temps. Et c'est exactement ce qui s'est produit en 2024. Les investisseurs ont vendu leurs actifs pour acheter du yen. La vente massive a fait baisser la valeur des actifs, tandis que la demande en yen a accéléré son appréciation. Et ce mécanisme a tendance à s'auto-alimenter. Le problème ne vient donc pas vraiment du carry trade en lui-même, il apparaît au moment où tout le monde cherche à sortir en même temps. À ce stade, le mécanisme semble encore maîtrisable. Et oui, en théorie, le risque de change peut être géré. Il existe des instruments pour se couvrir. Mais cette vision est évidemment incomplète. Puisque si une stratégie vous rapporte 4% par an, mais que vous en perdez 2% pour vous couvrir, elle perd l'essentiel de sa rentabilité. Et vous pourrez peut-être me dire que ce rendement est correct pour un particulier, mais il est clairement insuffisant pour des acteurs institutionnels soumis à des objectifs de performance élevés. Et dans ce cas-là, les investisseurs utilisent une méthode bien connue, l'effet de levier. C'est ce levier qui va transformer des taux de 4 ou 5% en une stratégie véritablement rentable. Et la problématique dans ce levier, c'est qu'il change profondément la nature du risque. Pour vous donner un ordre de grandeur, avec un levier de 10, une perte de 1% sur la devise provoque une chute de 10% sur votre capital. À 3%, le capital est déjà bien entamé puisque vous perdez 30% de votre capital. Et bien avant un mouvement extrême, les pertes s'accumulent suffisamment pour forcer une sortie. Et donc à ce stade, la sortie n'est plus une option, elle devient une obligation. De plus, ces positions ne sont pas isolées, puisque de nombreux acteurs utilisent les mêmes niveaux de levier et réagissent au même seuil de perte. Et lorsque le mouvement commence, chacun cherche à sortir rapidement. Les ventes se concentrent généralement sur les mêmes actifs et la demande se concentre sur la même devise. Ce qui semblait liquide initialement cesse de l'être. Le problème n'est pas forcément l'ampleur du choc,
mais c'est son amplification qui rend le choc beaucoup plus violent. Ce qui relie l'épisode de 2008 et celui de 2024, c'est l'utilisation de levier. En 2008, le levier était caché dans la titrisation et dans des produits structurés avec des niveaux de levier atteignant x30. Aujourd'hui, le levier est un petit peu plus visible et généralement mieux maîtrisé avec des leviers atteignant x10 voire x20. Mais la logique reste identique. Un rendement modeste ne devient acceptable que parce qu'il est amplifié par un effet de levier. Au final, le problème n'est pas qu'un actif perde quelques pourcents. Le problème est que quelques pourcents suffisent à déclencher des ventes forcées lorsque le levier est élevé. Aujourd'hui, notre système a tenu, mais il a de nouveau montré une fragilité. Tant que le levier reste une condition nécessaire pour atteindre les objectifs de rendement, le risque systémique ne disparaît pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris des choses, et bonne journée à vous.